et messieurs, fidèles au poste, chaque mercredi, nous de la presse, pour commenter l'actualité, analyser les faits marquants de l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec trois compétences de mon pays. Je suis avec Israël Moutala de Business and Finance. Bonjour Israël. Bonjour madame. C'est la première fois que vous passez dans WebPress pour cette année. Bonne année, donc je profite de l'occasion. Merci pareillement, je vous réciproque mes voeux. Voilà. Je suis avec Juvenal Vangou de Digimedia. Bonne année, Juvenal Vangou. Bonne année à vous, madame. Voilà. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est la première fois aussi pour cette année 2016. Voilà. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez découvrir une autre compétence de mon pays. C'est la première fois qu'il passe dans WebPress et je ne pense pas que ça sera la dernière. Eh bien, je vous présente aujourd'hui pour la toute première fois Élisée Boumba. Il est journaliste indépendant. Bonne année. Bonne année, Colette. Voilà, bonne année Israël Boumba. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes, mesdames et messieurs, comme l'actualité l'exige. Nous allons parler de Edem Kodjo. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui entoure Edem Kodjo. Donc, quand vous voyez, quand vous entendez Edem Kodjo, et bien vous comprenez pourquoi. Ben, c'est le dialogue. Nous allons parler aussi du guerre de leadership dans l'opposition aujourd'hui. Israël Moutala, qui est Edem Kodjo? Bon, Edem Kodjo, c'est un homme politique togolais. Il a été secrétaire général de l'Union africaine à l'époque de l'OUA. C'était à un moment l'incarnation de la lutte démocratique au Togo. Il a été dans l'opposition et puis il est passé au pouvoir. Il a été 2 fois Premier ministre, si je ne m'abuse, dans les années 90 et un peu plus tard. Il a été Premier ministre donc de Yacine Père et fils. Et donc, c'est une personnalité un peu controversée par son parcours. Parce que dans les années 90, à l'aube des démocraties... C'était un peu genre Lord Tshisekedi, en fait. C'était une sorte de Tshisekedi aussi là-bas, une icône qui incarnait le combat démocratique au Togo, mais qui à un moment donné avait trahi. Trahi, ça veut dire quoi? Si ça veut dire qu'il avait accepté de quitter l'opposition pour aller au pouvoir. Mais c'est pas une trahison, c'est peut-être pour le bienfait du Togo. Bon, pourquoi on traite tout le monde de traître quand il passe de l'autre côté? C'est peut-être pour apaiser aussi la tension au Togo à l'époque. Non, ça veut dire que dans son cheminement, quand on avait vu les prises de position qu'il avait sur certains nombres de principes, il les avait abandonnés à un moment. C'était son choix, et effectivement, je respecte ce choix-là. Mais dans la communauté togolaise, et même dans une certaine communauté africaine, on avait considéré ça comme une trahison, comme un dévoiement de la lutte démocratique qu'il incarnait. Et donc, s'allier à Yacine était considéré à cette époque-là comme vraiment une trahison, parce qu'il était quand même populaire. On attendait de Edem Kodjo de faire aboutir le combat d'alternance, de faire aboutir les idéaux démocratiques. Il permettait l'expression. Voilà, il a permis le glissement. Il avait choisi justement de rejoindre l'autre camp, ce qui fut une grande déception pour les forces progressistes, pour les démocrates. Juvenal Vangou, est-ce que vous comprenez les positions aujourd'hui de la majorité de l'opposition? Il y a un camp qui accepte la venue d'Edem Kodjo comme médiateur, mais un autre camp qui dit absolument niet. On n'en veut pas d'Edem Kodjo. Ben, c'est la grande question que nous devons poser à tous ceux-là qui disent niet. Pourquoi ils disent niet? C'est une personnalité aujourd'hui, Edem Kodjo, c'est une personnalité respectée en Afrique. Ce sont des genres de personnes... Israël a dit, il a un parcours assez controversé. Ben, c'est son point de vue que je respecte, mais pour moi, j'estime que c'est un monsieur responsable. Il a un point de vue, il a des idées qu'il incarne, qui peuvent permettre à l'Afrique de s'épanouir. Ce sont des gens qui ont vu la dictature et qui ont emmené les pays dans la démocratie aussi. Alors, ce sont des gens qui ont une certaine expérience. Alors, comme le Congo aujourd'hui estime qu'ils devront avoir toujours des leçons, alors laissons-le faire ça à sa part. Alors, c'est là qu'ils disent niet. Ils vont le dire par rapport à quoi? Ils veulent encore bloquer le processus? Nous devons avancer, madame. Nous devons avancer. Aujourd'hui, peu importe, même si on nous amène un Chinois qui puisse conduire les choses très bien, acceptons, parce que c'est ce que nous voulons. Pourvu que le pays sorte un peu de cette crise, que nous commençons de ces blocages que nous-mêmes, nous sommes en train d'occasionner. Donc, quand Israël donne son point de vue, donc, je le respecte, c'est un monsieur que j'aime bien, mais en ce qui concerne Edem Kodjo, je le dirais en tout cas, c'est un monsieur que nous devons beaucoup saluer. Son arrivée ici va permettre une certaine ouverture
par rapport à la réalité du pays. Oui, Israël, tu vas rebondir au dernier tour de table. Élisée Bumba, est-ce qu'aujourd'hui, Edem Kodjo, c'est vraiment la solution là? C'est un Africain comme nous qui connaît les méandres de la politique africaine. Ce sera vraiment lui qui va essayer de décanter cette situation. Il est l'homme vraiment providentiel pour le Congo. Merci beaucoup, Paulette. C'est une très bonne question. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête d'aller chercher des solutions ailleurs. Moi, je crois qu'entre nous, s'il faut chercher une solution ailleurs, que ce soit quand même des personnes qui ne sont pas trop dynamiques ou qui ne sont pas controverses même dans leur positionnement. Je crois que nous avons eu, entre guillemets, permettez-moi de le dire au sens figuré, des Mandela en Afrique. Il y a eu plusieurs personnes qui ont incarné, qui ont évité des glissements dans plusieurs États africains. Et je crois que directement faire appel à comment on appelle, Edem Kodjo, c'est, pour moi, je me dis, personnellement, je respecte l'avis de Juvenal, mais pour moi, ce n'est pas la personne qu'il faut. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas la personne qu'il faut parce que déjà, dans son propre pays, s'il n'a pas pu garder en fait, sa position jusqu'à ce qu'il puisse changer d'alternance, on comprend une position bien précise, défendre son opinion et surtout sa vision, je ne pense pas qu'il aura des leçons à donner en RDC. Parce qu'en réalité, nous, le problème du Congolais, c'est l'alternance. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, la grande question, si nous voulons, c'est ils veulent l'alternance. Tout le monde veut l'alternance. Mais l'alternance avec qui? Il faut prendre des personnes qui ont réussi. Parce qu'il y a des philosophes qui ont dit, on apprend à penser en pensant les pensées de ceux qui ont pensé avant nous. Mais pour penser les pensées de ceux qui ont pensé avant nous, il faudrait que ces personnes aient réussi quelque part. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a déjà dans son pays, qui est considéré comme aujourd'hui quelqu'un qui a entaché un peu le processus démocratique, qui avait toute la population, il avait tout l'accord, il avait comment on appelle, le soutien de toute la population, de tout le peuple. Mais à un moment donné, pour des raisons, comme on dit, ils ont l'habitude de dire hautement politiques, il fallait prendre le positionnement. Mais je crois que les raisons politiques, les décisions politiques se prennent comment on appelle, en collaboration, si je peux le dire ainsi, avec le peuple. Donc moi je pense que oui, on peut permettre à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne essayer de jouer le médiateur, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même un cursus que le Congolais peut regarder et dire, écoutez, voilà un modèle pour apaiser en même temps la majorité et apaiser l'opposition. Israël Moutalo, vous voulez rebondir, vous dites que non, c'est pas Edem Kodjo. Non, j'aimerais dire que je n'avais pas émis ici, moi, un point de vue. Voilà. Moi, j'avais tout simplement décrit qui était Edem Kodjo. J'ai décrit un peu le personnage, son parcours politique de manière succincte. Mais je n'avais pas donné une opinion sur la qualité de sa potentielle médiation facilitation. Mais il peut être l'homme providentiel qui peut décanter, parce qu'il connaît les méandres vraiment de la politique africaine. Parce que la politique africaine, qu'on le veuille ou pas Israël, ce n'est pas la politique française, ce n'est pas la politique américaine. Nous avons nos propres réalités. Edem Kodjo est africain, donc il connaît peut-être comment sortir de la crise. Ce discours est dangereux. C'est le discours qu'il y a une démocratie pour les Africains, une démocratie occidentale. C'est un discours dangereux. Comment ça dangereux? Nous avons des réalités différentes, il faut l'admettre aussi. Les principes démocratiques sont universels. Ça veut dire que la démocratie française, elle est différente de la démocratie américaine, mais ils se reconnaissent dans les mêmes principes. Ça veut dire que le respect du vote, le respect du principe de la transparence, le respect des droits de l'homme, le respect des manifestations publiques. Bref, il y a un corpus des principes, que tu sois aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, en Norvège, ce sont les mêmes principes. Et donc, ici, moi, je disais, je relatais un peu le parcours d'Edem Kodjo, pour essayer de comprendre la méfiance d'une partie de la classe politique qui le recuse déjà comme facilitateur. Et donc, il est venu pour faire une facilitation, mais il y a déjà une partie qui ne veut pas de lui. Donc, autant dire déjà que sa mission est vouée à l'échec. Donc, bien avant lui, il y avait quelqu'un qui était plus expérimenté et qui était Saïd Djinnit. Mais Saïd Djinnit a jeté l'éponge parce que lui aussi, il y a une partie de l'opposition qui a estimé qu'il n'a pas fait un bon travail au Burundi. Et donc, Saïd Djinnit a été poursuivi par son passé au Burundi, où justement, il n'a pas réussi à faire un bon travail selon l'opinion d'une certaine frange de l'opposition. Mais je reviens encore fondamentalement, pourquoi on a une facilitation aujourd'hui. Là, je rejoins Juvenal. Nous avons une facilitation aujourd'hui parce qu'il y a une crise politique. Mais les soubassements de cette crise politique, là, je vais du côté La crise est vraiment réelle ou c'est une crise créée de toutes pièces? Moi, en tout cas, pour ma part, elle est réelle, cette crise? Pour ma part, c'est une crise fondée de toutes pièces, mais qui devient de plus en plus réelle. Franchement.
franchement. Parce que, de quoi s'agit-il? Que réclament les autres? Que réclame le G7? Que réclame le Front citoyen? Que réclame la dynamique de l'opposition? Des choses élémentaires, des choses pour lesquelles nous nous étions mis d'accord, des choses sur lesquelles il y avait déjà un consensus. Ils ne réclament pas de participer au gouvernement, ils réclament tout simplement l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Ils réclament tout simplement le respect de la Constitution. Je me base sur ces deux réclamations principales. Le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Est-ce pour ça? Il faut créer toute une crise pour ça? Je ne pense pas. Voilà pourquoi moi je dis, et je le répète encore, que ici nous avons le chef de l'État qui a un rôle précieux, un rôle central pour apaiser, pour mettre fin à cette crise, pour décrisper la situation politique. Et donc, dans ma conception du rôle du chef de l'État, c'est un rôle pour apaiser et pour rassurer ses compatriotes et leur dire que vous avez un avenir radieux, il n'y aura pas effusion de sang. Moi, je m'engage à respecter le principe démocratique d'alternance. Moi, je m'engage à respecter la Constitution. Je m'engage à vous produire des élections les plus crédibles, les plus transparentes, les plus honnêtes possibles. Le chef de l'État l'a dit. Qu'il le répète à haute et intelligible voix. Qu'il le répète à tous ces Congolais qui sont inquiets. C'est son rôle de rassurer. C'est son rôle d'apaiser. C'est ça le rôle du chef de l'État. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce rôle, s'il a fait, alors c'est qu'il a mal fait son job, parce que décidément, le message n'est pas passé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici, il y a des tensions. Pourquoi nous allons au dialogue? Nous allons au dialogue pourquoi? Parce que si les Congolais étaient sûrs qu'il y aurait des élections en novembre, il n'y aurait pas ce dialogue. Si les Congolais étaient sûrs qu'on avait bouclé le financement des élections, il n'y aurait pas de dialogue. Si les Congolais étaient sûrs qu'on avait une justice indépendante, il n'y aurait pas de dialogue. Si les Congolais étaient sûrs que le démembrement des provinces était fait sans arrière-pensée politique, il n'y aurait pas de dialogue. Donc nous avons autant de frictions aujourd'hui. Il a d'abord la conséquence qu'il n'a pas bien parlé, c'est que son propre camp s'est fracturé lamentablement. Il s'est vidé d'une bonne partie de ses cadres. Et aujourd'hui, nous avons une crise. Donc, vous voyez absolument, lui-même a dit clairement, il s'est exprimé qu'il voulait refaire de la cohésion. Donc, dans son propre message, le chef de l'État est soucieux de cette cohésion-là. Mais la recette n'est pas la bonne. Juvénal, c'est vrai que vous allez réagir en temps opportun, mais est-ce que le G7 et la dynamique et le Front citoyen ne font que de la surenchère politique aujourd'hui? Madame, permettez, parce que je voudrais revenir sur ce qu'Elisa a dit tantôt par rapport à Edem Kodjo. Hein, donc, il ne faudrait pas que nous tournons autour d'une même table à tout moment. On veut X, on veut Y, non. Mais c'est de notre avenir qu'il s'agit, nous devons mettre notre point de vue. On ne peut pas nous imposer quelqu'un si on dit non. Non, ce n'est pas de l'imposition, c'est un choix. Hein, un choix. Qui a choisi? Mais finalement, c'est la classe politique qui a choisi. vous voulez qu'on avance ou qu'on n'avance pas? Parce que nous devons quand même avancer. Ce n'est pas un ange qui viendra du ciel pour arbitrer ce qui se passe au Congo. C'est un homme. Avec ses défauts et ses qualités. Mais évidemment, il n'y a pas des anges sur terre. Les anges, c'est au ciel qu'on le trouve. Alors, monsieur Élysée, moi j'ai beaucoup de considérations pour vous, je ne vous connais pas aujourd'hui, vous avez des points de vue que vous émettez à tout moment, mais là, monsieur, vous tapez à côté. La République doit évoluer. Qui bloque ça? Donc c'est l'opposition, la dynamique. Mais évidemment, tous ceux-là qui ne veulent pas que la République aille de l'avant. La République doit aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est dialoguer, en fait, c'est ça. Mais évidemment, la République est dirigée par un responsable qui estime qu'il doit laisser ce pays entre les très bonnes mains pour une bonne continuité démocratique. Nous ne devons pas faire les choses comme Mobutu a promis à tout un peuple. Après lui, c'est les déluges. Qui a dit ça? C'est peut-être qu'on a inventé Mobutu. Non, il a dit ça. Mais madame, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste comme moi, nous sommes tous journalistes. Nous savons. Non, c'est pas une invention. Il a dit ça. Après lui, c'est les déluges. Nous avons des images. Nous pouvons vous donner ces images-là. Nous avons des images, madame. Il a dit, Aimé Kabila en tant que tel, père de la nation aujourd'hui, ne peut pas commettre les déluges. C'est le père de la démocratie. Bon, aujourd'hui, pour vous, le G7 et la dynamique de l'opposition font-elles simplement de la surenchère politique? Ils bloquent pour bloquer, ils font de l'opposition pour s'opposer tout simplement. Non, ce sont des hommes réalistes qui estiment qu'ils ont des idées à communiquer à la nation. Donc, ce n'est pas de la surenchère. Ce sont des messieurs, des leaders qui sont réunis pour donner un point de vue que nous respectons. Moi, je suis pas de la troisième voie, mais je suis réaliste. Nous sommes réalistes, nous suivons la situation politique du pays. Nous estimons que le pays doit évoluer. Je reviens sur ça, madame. Je reviens sur l'évolution du pays. Ils ont émis un point de vue. Ils sont partis de la majorité. Moi, je suis indépendant. J'observe la situation politique, comment ça se déroule. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre tout un peuple en otage.
Parce qu'il y a des gens qui estiment que nous devons nous arrêter, nous devons faire leurs idées. Non, attendons les élections. Mais le G7 a suggéré un calendrier tout à fait faisable pour eux. Hein. Ils ont suggéré 3 scrutins en 2016. Donc ils ont dit que c'est faisable, tout peut se faire en 2016. C'est une proposition. Ce n'est pas de l'évangile, c'est une proposition. Nous savons que l'institution habilitée à nous offrir les calendriers, c'est la CENI. Qu'ils aillent à la CENI déposer ça, c'est une proposition que la CENI prendra en compte au moment opportun. Ce n'est pas qu'on doit faire maintenant de bruit, de bouquets autour de ces calendriers-là, et puis chercher à légaliser ça, aller chez le notaire de la République pour légaliser ces calendriers-là. Attendons, mettons les propositions, c'est pourquoi les dialogues doivent avoir lieu, madame. Nous allons aller au dialogue, qu'ils amènent leur cahier des charges, et le cahier des charges sera discuté entre les messieurs, et la République va en ce moment-là souffler. Élisée Bumba, le dialogue, nous y sommes. Donc c'est au dialogue, là, tout le monde aujourd'hui, c'est le slogan, c'est le mot d'ordre, tout le monde au dialogue. Sinon, c'est le chaos. C'est la seule issue pour la paix pour le moment. Nous devons, comme a dit tout à l'heure, comment s'appelle Israël a dit quelque chose de très important. En fait, notre problème, c'est de pouvoir évoluer. Nous ne voulons pas être statiques. Mais la question que je repose à Juvenal, c'est de savoir, allons-nous évoluer toujours en cherchant à... En fait, donc, comme on dit souvent un slogan lingala, Tosa la kaka, quand on avance, on trouvera comment réparer après. Je prends un exemple très bête. Nous faisons, le chef de l'État ne descendra pas pour faire les routes. Aujourd'hui, on fait une route. Ok? La route, on dit, écoutez, c'est pour une durée, par exemple, mettons, de 30 ans. Mais 5 ans après, les pluies commencent, il y a des nids de poules. C'est le président qui va venir le faire. Est-ce qu'il ne fallait pas prévenir? Il fallait seulement guérir. Notre problème avec, je reviens pour rebondir sur votre question, Eden Kodjo, pour moi, pourquoi je dis que ce n'est pas la personne habilitée? Parce que ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. Si on va, le problème, nous avons tous... Ce n'est pas un ange qui descendra du ciel. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un ange. Avec ses défauts et ses Paulette, qualités, vous avez raison. ses beaux côtés, il a quand même été un grand leader autour. Paulette, vous avez raison. Mon problème, s'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Vous avez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Le problème, c'est que, c'est juste pour dire ceci. Il y a des personnes qui peuvent aujourd'hui régler ce problème dans notre pays. On a besoin d'un médiateur. C'est tout à fait normal. Attendez. Qui peut être ce médiateur attendez. Vraiment exceptionnel. Écoutez, c'est tout à fait normal. Je prends un exemple. Vous prenez le général Mokoko. Vous connaissez le général Mokoko? Du Congo-Brazza? Du Congo-Brazzaville? Entendu parler. Ok. Ce monsieur, lorsque vous suivez, il a l'expérience dans les conflits de la sous-région des Grands Lacs. Il n'est pas le seul. Même en RDC, on a des personnes qui peuvent le faire, qui sont aujourd'hui des internationalistes. On a des Congolais du côté de la diaspora. Est-ce qu'on a eu le temps de fouiller des gens qui étaient capables de pouvoir établir le consensus? Là, nous allons évoluer. Évoluer un peu, et je reviens un peu sur ce que disait Israël. Nous avons besoin d'aller au dialogue. Mais est-ce que nous avons besoin d'aller au dialogue avec les mêmes problèmes qui vont produire les mêmes conséquences? Non. Le problème, c'est de savoir maintenant pourquoi cette frange de l'opposition, par exemple, les amis de l'opposition, sont en train, ils ne veulent pas, ils sont en train de bloquer le processus pour dire, écoutez, nous ne voulons pas de ce monsieur. Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'on a cherché à comprendre pourquoi ils ont voulu le faire? Ce qui tue notre pays, ce qui tue la classe politique. Peut-être qui donneront mais ce n'est leur problème. Non, leur problème. Non, écoutez, moi je crois que le président de la République a lancé un appel patriotique à la nation. D'accord? C'est un appel, il est le garant de la nation. Il a vu ce que nous, peut-être, nous n'avons pas vu. Ok? Il voit, c'est un père de la maison. Un papa, écoutez, vous avez votre père qui est, excusez-moi, je sais qu'il n'est plus de ce monde, paix à son âme, mais vous avez votre père qui est vivant et il vous regarde en train d'évoluer. Bon, écoutez, vous voulez faire les mathématiques, mais lui, il voit en vous, vous avez le don de la littérature. Il va directement, il va vous encadrer, il va comment ça s'appelle, vous orienter vers la littérature. C'est un peu ce que Joseph Kabila fait aujourd'hui. Mais notre problème, ce n'est pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut que nous allions au dialogue. Oui, le dialogue, c'est tout à fait normal, nous devons aller au dialogue, parce que c'est la seule issue pour une élection calme, paisible et tout ce qu'on veut, mais seulement, c'est qu'il faut que, si je puis le dire ainsi, les préliminaires, donc les préalables soient mis, les jalons soient jetés, et des bons jalons soient mis sur place. Dans cette problématique du dialogue, sans dialogue, c'est le cas. Aujourd'hui, quand on écoute les radios, on suit les télévisions, on nous martèle dialogue, dialogue, allons au dialogue, allons au dialogue, allons au dialogue. Et tous ceux qui sont contre le dialogue aujourd'hui, que ce soit les hommes politiques, la société civile ou autres, et même les Congolais tout simples, ceux qui sont anti-dialogue aujourd'hui sont anti-patriotes.
c'est ridicule et c'est ridicule et c'est risible. ridicule. Mais avant que je place un mot sur cette question, j'aimerais revenir sur Edem Kodjo. Comme je dis, il y a médiateur et médiateur. Donc la communauté internationale, l'humanité regorge quand même de talents qui peuvent bien faire la médiation, la facilitation. S'il vous plaît, il a été avalisé par l'ONU ou c'est simplement c'est juste que là, c'est l'UA. Sans l'aval des Nations Unies? Bon, je sais que l'UA travaille en coopération, en partenariat avec l'ONU, mais en principe, ici, on s'attendait à Saïd Djinnit. Donc, je pense que Saïd Djinnit a jeté l'éponge parce que il a été la aussi politique congolaise est compliquée. Compliqué ou médiocre, il faut dire le mot. Compliqué ou médiocre? Non, moi je ne dirais pas que la classe, mais la classe, moi je ne tombe pas dans cette généralisation. Dans la classe, Qui ne met pas l'intérêt de la RDC en avant-plan. L'intérêt de la classe congolaise, majorité comme opposition, il y a déjà médiocre dans les deux camps. Il y a des gens excellents dans les deux camps. Je suis franc, moi je cause avec la majorité de très grande qualité. Je suis avec certains opposants de très grande qualité. Je fréquente aussi des opposants hyper médiocres. Et si jamais la République leur revenait, j'en tremblerais. Et donc, nous sommes là en train de parler de la facilitation. J'aimerais dire aussi que sur cette question, il y a un parti qui est important qui ne s'est pas encore prononcé, c'est l'UDPS. Donc, on a entendu... L'UDPS a déjà récusé Edem Kodjo de toutes les façons. Hein. Non, bon, ils étaient réservés. Oui, réservé C'était... Il n'est pas pour, hein, il n'accepte pas. Bon, l'UDPS officiel, bon, ça veut dire ils étaient plus ou moins réservés. Ils attendaient de se réunir pour dégager une position officielle. Jusque-là, la position de l'UDPS, elle est un peu compliquée. J'attends la position de l'UDPS. Mais l'UDPS aussi était réservé justement à cause du parcours qui n'est pas crédible d'Edem Kodjo. Il ne suffit pas d'avoir été Premier ministre. Donc, tu as été Premier ministre puis quoi? Qu'est-ce que tu as apporté comme avancée démocratique? Le Congo a connu plusieurs premiers ministres, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est quoi? L'affaiblissement d'occuper un poste. Donc quand on accède à des postes de grande responsabilité, il faut transformer son pays, il faut laisser un héritage impérissable. Or moi là, dans mon souvenir... projetons, qui peut être ce médiateur vraiment exceptionnel? Bon, écoutez, il y a des pays où quand même il y a une démocratie qui fonctionne. Hein, quand même, il y a au Ghana, il y a des anciens présidents qui ont accepté l'alternance. Il y a au Botswana, il y a des pays... Jerry Rawlings, par exemple? Il y a au Nigeria, il y a des gens qui ont accepté l'alternance. Il y a... il y en a beaucoup. Au Sénégal, bref, il y a quand même des petites... Ne nous prenez pas Wadé, quand même. Non, pas Boulaga. Alors, sur cette question... Alors, mais pour revenir à la question... De pro-anti-dialogue. De pro... Des antipatriotes, de non-patriotes. Que si vous n'êtes pas pour le dialogue. Non, mais justement, c'est la question. Et nous sommes dans un pays où, justement, on avait dit à un moment que plus jamais des conciliabules. Le chef de l'État, ses ministres disaient, c'est fini désormais, on ne va plus recourir à des conciliabules pour régler nos différends politiques, le peuple tranchera par la voie des urnes. Donc on est là, on va accomplir son mandat. C'était ça, tout est résolu. Voilà pourquoi la question électorale, elle est au cœur de la crise politique actuelle. Donc le fait que nous sommes dans un processus flou, brumeux, c'est ce qui alimente cette crise. Si tout le monde ici avait la certitude qu'il y aurait élection crédible et transparente en novembre, il n'y aurait pas toute cette crise. Si tout le monde avait le même entendement du principe de l'alternance démocratique, la même acceptation de ce principe-là, il n'y aurait pas cette crise. Si tout le monde avait le même entendement du respect de la Constitution, qui est quand même un document sur lequel 85% des Congolais se sont prononcés et on dit voilà, on ne veut plus que le sang coule désormais, il faut que les urnes puissent, n'est-ce pas, trancher tous nos différends. Si on avait le même entendement sur ces 3 points, il n'y aurait pas cette crise. Donc le gouvernement aurait travaillé normalement et les autres qui sont impatients de mettre leurs idées en œuvre auraient attendu les élections patiemment. Et donc, même toutes leurs démarches ne se résume qu'à la revendication de ces 3 choses. Il n'y a rien de subversif. Alors, nous allons au dialogue. Mais on a demandé que, par exemple, l'impasse budgétaire. Dites-moi, qu'est-ce que le front commun, le front citoyen, qu'est-ce que la dynamique de l'opposition, qu'est-ce que l'UDPS résolvera en termes d'impasse budgétaire? Parce qu'on n'a pas préparé les élections pendant 4 ans ou pendant 5 ans. Nous sommes là, il y a un gap de 700 millions. Dites-moi, comment est-ce que cette question sera résolue? Or, les besoins financiers qui ont été établis à peu près 1,2 milliard, la communauté internationale vous dit, si vous produisez un calendrier consensuel global et tout ça, machin, où tout le monde est d'accord, on vous appuie. Vous avez déjà une promesse. Mais ici, chez nous,
nous sommes dans un contexte économique difficile avec la chute des prix de matières premières. Donc, les pétrole ressources qui est sous la barre de 30 sous la barre de 30 $, le cuivre qui est sous la barre de 5 000, le cobalt qui se maintient un peu, l'or qui se maintient autour de 1 000 $ l'once. Bref, nous sommes dans un contexte international compliqué, difficile, ce qui fait qu'il y aura moins d'entrée d'argent. Et donc, dans ces contextes-là, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie quelles élections? Vous avez un camp, la majorité qui dit que toutes les élections s'équivalent. Que ce soit le bourgmestre ou le chef du village, dans mon village, là-bas au fin fond de l'Omami, que ce soit, je ne sais pas moi, en Ituri, bref. Il y a les autres qui disent, non, soyons sérieux, il y a quand même le pouvoir le plus important, qui donne l'impulsion, c'est le pouvoir présidentiel. Donc on dit que Kabila, c'est le premier citoyen. Pourquoi? C'est parce qu'il a plus que n'importe quel Congolais, plus de pouvoir d'impulsion. Donc Kabila, les décisions qu'il prend impactent la vie de tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc c'est important. Donc quand vous avez l'impulsion est bonne, même à la base, ça va remonter. Et donc, voilà. Juvenal, nous revenons aux responsabilités. Qui est responsable de ce blocage aujourd'hui? Personne ne veut prendre la responsabilité de la situation actuelle, de la crise actuelle. Mais qui est responsable? Qui doit payer? Merci madame. Donc à ce niveau, je voudrais revenir sur... Ne revenons pas toujours, nous devons aussi évoluer dans l'émission, nous devons évoluer. Qui est responsable de ce blocage? Avant de répondre, je voudrais dire ceci, le dialogue n'est pas synonyme de chaos. Hein. Aller au dialogue, c'est une des solutions pour conduire le pays à l'ouverture. Au moment où nous parlons, vous posez une question très claire. Qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Je vous dirai clairement, vous et moi, nous sommes aussi responsables. Qu'est-ce que Paulette Kemoto a fait réellement pour être responsable de cette situation? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que Juvenal Vangou a fait pratiquement pour être responsable de ce chaos? Qu'est-ce que Israël Moutala a fait principalement pour être responsable de ce chaos? Expliquez-nous. Nous sommes Congolais. Ces pays nous appartiennent tous. C'est nous qui avons choisi Joseph Kabila comme président de la République. Ces millions de Congolais l'ont choisi. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons le chef que nous méritons. Voilà. L'homme, après 2 mandats, estime que nous devons être autour d'une table pour voir comment il peut soit donner le bâton de commandement à une autre personne. L'alternance, donc. Mais la Constitution est claire, je vais tout est prévu dans la Constitution. Mais évidemment. Tout est prévu. L'homme n'est pas en dehors de son mandat. Il est en plein mandat. Okay. Nous parlons, tout ce que nous sommes en train de parler de mandat, le président est en exercice. Ce n'est pas ici au mois de... Non, nous sommes au mois de janvier. Tout peut changer à 1 mois, 2 mois, 3 jours. Tout peut changer. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous devons l'aider. Il a invité les amis, allons au dialogue. Mais pourquoi nous devons bouder? Si nous savons que les élections doivent avoir lieu au mois de novembre, soyons tous souples, allons-y, allons discuter. Nous sommes encore au mois de janvier. Discuter de l'alternance. C'est un papa qui estime qu'il ne peut pas laisser le pays à un État. Il a dit qu'il a des choses à dire. Il a dit clairement son discours qu'il a des choses à dire. Et il les dira au moment opportun. Mais allons-y. Pourquoi nous devons marcher à pas de tortille? Les élections, Juvenal Vangou, Israël Moutala et Élisée Odia, pardon, pas Élisée Odia, merci, mais salut à toi Élisée Odia, Élisée Bumba, les élections sont un contrat social qui permet à la population de sanctionner positivement ou négativement ses dirigeants. Mais aujourd'hui, vous voulez, dans ces dialogues-là, comme si vous voulez ôter à la population ce droit-là de sanctionner, soit positivement, ou soit... Est-ce que les Congolais ont peur de l'élection? Est-ce que la classe politique a peur des élections? Paulette, nous sommes allés aux concertations sous les mandats de qui? De Joseph Kabila. Personne n'a fait de bruit. Certains sont partis, certains ne sont pas partis. Mais évidemment, mais nous sommes partis. Nous parlons de concertations. Les concertations ont eu lieu dans les annales de la République. Il y a un temps où on parle de concertations politiques. C'est sous le mandat de Kabila. Ça n'a pas fait de bruit. Mais pourquoi, sous le même mandat-là, on invite les gens au dialogue, vous voulez faire de bruit là-dessus? Et vous voulez chercher des boucs émissaires qui est à la base du blocage? Donc, Joseph Kabila est là, c'est le président de la République. Moi, je suis évidemment d'avis, je suis analyste politique. Je fais mes analyses. Je sais qu'au mois de novembre, il est respectueux de la Constitution. Hein. D'aucuns voudraient le faire dire des choses qu'il ne dit pas. Moi, je sais que Joseph Kabila est respectueux de la Constitution. Au moment opportun, il n'est pas un dieu pour s'éterniser au pouvoir. Il va partir, que vous le voulez ou pas, il finira par partir. Il y aura alternance politique. Mais là, maintenant, soyons souples. Les Congolais, nous voulons compliquer les choses. Nous voulons simplifions la matière.
allons au dialogue. S'il y a un problème, si les autres estiment, l'opposition à tout moment, quand ils estiment qu'à l'Assemblée ça ne marche pas, ils quittent la salle. C'est leur droit. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire aussi au dialogue? Allons d'abord, écoutons quelles sont les matières qui seront traitées. Le canevas. Si vous avez votre canevas pour l'aide, amenez. Vous êtes congolais. Je l'ai sur le net, salut à toi Claude Bousset, qui a dit, qui a retweeté un tweet d'un Congolais qui a dit carrément qu'à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas besoin de dialogue, ils ont la majorité. Mais quand il s'agit de dialogue, ils ont besoin de consensus. Quelle est la différence aujourd'hui, Élisée Bumba, entre le dialogue et l'Assemblée nationale, par exemple? Parce que l'Assemblée nationale, c'est là où les Congolais ont délégué leur pouvoir. Ils ont mandaté les élus du peuple aujourd'hui. Ils parlent à leur nom. Ils prennent des décisions à leur nom. Mais quelle est la place du dialogue aujourd'hui? Est-ce que les décisions du dialogue seront imposables à tous? Ce sera en forme de décret, de loi? On ne sait pas. Quelles seront les résolutions qui ressortiront de ces dialogues? C'est une très bonne question, Paulette. Moi, je crois que la réponse est simple à cette question. Aujourd'hui, il y a tout un lot de personnes qui considèrent que le dialogue, comme dit Juvenal, et il y a une partie qui disent que, bon, écoutez, ce n'est pas important, nous, on veut directement aller aux élections, ils donnent même leur canevas, mais je n'ai pas écouté, moi, je n'ai pas suivi, nous sommes journalistes, je n'ai pas suivi, depuis que le chef de l'État a commencé à s'exprimer du haut de nos écrans. Il n'a jamais été question dans ses discours de dire que le dialogue était égal à glissement. Jamais. Le dialogue, c'était parce qu'il y avait un problème. Okay? Et le problème, il fallait mettre tout le monde autour de la table pour voir comment nous pouvons décompter cette situation. Mais voilà, j'arrive maintenant. J'en arrive. Qui crée ce problème-là pour qu'on en arrive là? La population, c'est ne pas... En fait, si aujourd'hui, les pères fondateurs ont établi ce qu'on appelle des lois qui ont institué, aujourd'hui nous avons l'Assemblée nationale, nous avons toutes ces choses, tous ces éléments qui instituent, en fait, qui régissent l'État, c'est pour le bien de la nation et par conséquent le bien de la population. Et c'est le pouvoir que la population donne. Comme ce pouvoir, plus de 80 millions de personnes ne peuvent pas tous aller se mettre autour et parler au chef de l'État, ils mandatent chacun dans sa circonscription des députés nationaux que l'on considère comme étant les acteurs de la politique d'une circonscription donnée. Mais aujourd'hui, si nous parlons d'échec, excusez-moi, je vais être sec, s'il y a un échec, il n'y a pas seulement un échec du côté d'un seul côté. Non, ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est l'échec de la majorité du gouvernement. C'est la majorité et l'opposition. Mais moi, personnellement, c'est l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont comme une police d'assurance pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont là, lorsque il veut ajouter un O, c'est eux qui doivent... En fait, ils sont là pour taper sur la table. Pas pour imposer, mais pour donner des signaux forts. Pour dire, écoutez, pas ça, pas ça, pas ça. Mais pourquoi? Là où maintenant nous reprochons à la majorité, en tant que journaliste, pourquoi est-ce que attendre jusqu'au mois de janvier, pratiquement, mettons les 3 derniers mois, on sent que nous sommes à 1 année et demie des élections pour inviter les gens au dialogue? Gouverner, c'est prévoir. On aurait dû le faire 2 ans ou 3 ans avant. Mais là où maintenant aussi, je reviens du côté de l'opposition, qui a toujours l'habitude de sauter sur les occasions. Donc, une petite occasion, on était en 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un moment donné, on était en train de faire les séparateurs. Les gens faisaient les séparateurs, on mettait les séparateurs, on a fait des trous. J'ai cette image, je parle avec tous mes mots, je pèse mes mots. J'ai reçu Roger Lumbala dans mon émission. Si vous vous rappelez, Roger Lumbala qui dira à la population, il demandera à la population de descendre dans la rue parce que M. Kabila était en train de faire des trous de fusilier au fusilier. Il dit que le trou de fusilier, ce sont des trous dans lesquels, pendant les guerres, où j'ai cette émission, je mets quiconque a défi, je l'ai. Nous étions avec, à l'époque, il y avait Eliezer Ntambwe, Flavien Roussaki, et il y avait Esther Abedi, paix à son âme. Et pendant cette émission, il a dit, alors que ce n'était que les points, je ne sais pas comment on appelle techniquement, pour mettre des séparateurs. Donc, il faut qu'on évite un peu de sauter sur ce qui n'a pas été dit et faire rebondir la spéculation. Pour revenir rapidement maintenant, pour répondre à votre question, moi je crois que s'il y a une part de responsabilité, je ne serais pas direct comme Vangou l'a dit que c'est tout le monde. Moi je crois que la classe politique doit être responsable. Si aujourd'hui, nous avons besoin d'un médiateur, je suis désolé, oui, nous avons besoin d'un médiateur, et Israël l'a bien dit. Parce qu'on n'arrive pas à nous parler? C'est parce qu'on n'arrive pas à nous mettre d'accord, on n'arrive pas à se... Même si aujourd'hui on prenait, excusez-moi, Paulette, on vous prend, on vous met là, personne, même si vous êtes
l'ange du ciel. Comme vous êtes Congolais, personne ne va accepter. Alors, s'il faut prendre quelqu'un de l'extérieur, il faut que ce soit quelqu'un au moins qui ait un cursus assez... qui mette tout le monde autour d'un pot. C'est vrai que vous le voulez ou non, on jette toujours des pierres sur les bons fruits, ça on le sait. On sait que, écoutez, c'est pas tout le monde qui sera unanime, tout ça, c'est vrai. Mais au moins que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes. La faute sur l'Assemblée nationale, Israël Moutal... Non, j'ai dit les deux côtés. Les deux côtés. Il y a l'Assemblée nationale et le gouvernement. Oui, tu as parlé du blocage actuel. Oui. Juvenal a dit, c'est le syndrome de la dilution de la responsabilité. Personne n'est responsable. Tout le monde est responsable. Personne n'est responsable, mais tout le monde est responsable. C'est la faute de Paulette, c'est la faute d'Israël. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on me dise dans cette crise la responsabilité de Katumbi. Que Katumbi a refusé de financer les élections, que Katumbi a refusé de mettre en place un calendrier et de l'exécuter. Qu'on me dise la responsabilité de Kamere dans cette crise. Qu'on me dise la responsabilité de Tshisekedi dans cette crise. Ils ont refusé. La CENI a sorti un calendrier il n'y a pas longtemps, mais l'opposition s'est levée pour dire non, ils n'en veulent plus de ce calendrier inclusif et global. Non, le problème c'est que... Ils ont fait pression, le calendrier est sorti, mais ils ont dit niet. Mais non, à quel jeu joue aussi l'opposition? Au fond, justement, de calendrier, le calendrier était global, ça veut dire qu'ils voulaient les élections, toutes les élections, en scrutin, direct et indirect. On n'avait pas, dont il n'y avait pas, le financement n'était pas bouclé. Ça veut dire qu'on vous a dit que tout le scrutin, c'est 1,2 milliard de dollars. Alors, il ne faut pas nous emmener dans une fumée d'élections. Voilà, il y a des élections qui sont prioritaires. C'est sur l'ordre d'abord des élections qui importe ici. Mais on a dit, Mouzito l'a dit même dans cette tribune, comment vous allez financer les élections à la base? Parce qu'il y a le personnel d'appoint, il y a le personnel de politique de l'État. Ça demande un budget. Il est pris en charge par quel budget? C'était tout ça. Et alors, vous allez dans n'importe quel salon politique, on vous dira que le démembrement n'a pas été réfléchi, il a été fait des Il nous reste politiques. vraiment pas beaucoup de minutes, vraiment. Nous essayons de prendre le deuxième sujet Israël. Sur cette question, question de responsabilité, oui. Le dialogue n'est pas une panacée. N'est pas une panacée, parce qu'on a vu que le forum, les concertations, depuis 1960, on a eu beaucoup de concertations. Donc la seule chose, moi je dis à mon ami Juvenal que moi je suis favorable au dialogue. Mais je suis favorable au dialogue parce que ça peut justement atténuer les tensions. Et moi, je suis pour que dans ce pays, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas mort d'or. Moi, je suis pour que Joseph Kabila soit respecté dans ce pays pendant et après son règne. Je suis pour le dialogue, pour qu'on appelle les esprits, pour que les Congolais se parlent comme des frères et ne puissent pas justement s'invectiver. Mais cela passe à une condition, que l'on respecte la Constitution. Sujet assez vite, vraiment le dernier tour de table, c'est la guerre de leadership dans l'opposition. Alors aujourd'hui, vraiment dans l'opposition, ça barde aussi. Hein. Déjà, on a l'impression que le Front citoyen s'est fissure. Les gens ne sont pas d'accord entre elles. La guerre de leadership, comme nous dit la référence de notre grand frère Ipakala, la guerre de leadership est lancée entre Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et Martin Fayoulou, 3 leaders du Front citoyen en 2016. Donc, Juvenal Vango, on n'est pas très sûr à la fin, un jour, d'avoir un seul candidat unique dans l'opposition pour les élections en 2016. Merci beaucoup pour l'aide. D'abord, je suis très content qu'Élysée Israël puisse rejoindre mon point de vue. Donc, par rapport à ta question sur le leadership, je suis d'abord très ravi de constater que Moïse Katumbi, aujourd'hui, estime que nous devons avoir des primaires à l'opposition. C'est une idée, c'est une opinion que nous avons soutenue dans le temps. Et moi, je suis même allé jusqu'à proposer au niveau des partis politiques que l'alternance commence. Parce que c'est le socle de la démocratie. Nous ne pouvons pas, nous, continuer à trimballer, à balader ça et là, avec des présidents éternels, autour des partis politiques. Mais évidemment, l'alternance doit commencer. Comme ça, nous allons vers le clivage sud-est ou gauche-droite, éclairci. C'est comme ça que le pays doit évoluer. 2006, nous sommes partis de 33 candidats. 2011, nous descendons à, je ne sais pas, 12 ou 11 candidats. Et aujourd'hui, en 2016, nous estimons que si nous avons des candidats de l'opposition et de la majorité, ça sera déjà une bonne chose pour les pays. Ça serait une très bonne chose. Donc, je soutiens aujourd'hui que l'opposition, depuis 2006, il se recherche. Nous n'avons jamais eu un porte-parole de l'opposition. Il y a toujours eu des problèmes.
Selon eux, bloqué par le président de l'Assemblée nationale qui ne veut pas que ce processus... Je n'entre pas, moi je ne suis pas dans qui bloque. Aboutissant. Moi je n'entre pas dans qui bloque. Moi j'ai dit qu'il n'y a pas un porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, si Katumbi lance déjà cet appel-là, et si les autres estiment qu'ils peuvent se cramponner autour de Katumbi afin de pouvoir sortir même deux leaders de l'opposition pour un début, ça serait une très bonne chose. Et même moi, la majorité doit emboîter les pas. Ce n'est pas seulement pour l'opposition, mais ça doit suivre partout. Même pour la majorité, nous devons déjà... Ça ne peut pas être un tabou, connaître qui sera le prochain challenger, le successeur de Joseph Kabila. Ça ne peut pas être un tabou, comme on voudrait nous faire croire. C'est un citoyen congolais qui a fait ses preuves, mais aujourd'hui, nous avons aussi des gens, nous avons des Israéliens, nous avons des Bumba, nous avons toi qui est là, qui peuvent faire sur la tendance dans ces pays. C'est ça. Okay. Israël... Élisée Bumba, c'est la première fois que je le reçois, donc il est temps que je maîtrise son nom. J'ai volé une question de Bongo dans le groupe Journalistes en Action. Y a-t-il une dimension spirituelle au problème du Congo? Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, Moïse Katumbi a lancé sa prière. Aujourd'hui, à 12 h, tout le monde à genoux pendant 2 minutes, prier pour la Constitution, le respect de la Constitution. Est-ce que le problème au Congo a cette dimension spirituelle aussi? Merci beaucoup pour cette question. Le Congo a effectivement, je crois qu'un grand problème spirituel. Nous devons, vous allez m'excuser, mais je vais parler avec mon cœur, nous devons rétablir la seigneurie de Jésus-Christ dans ce pays. Et pour les autres qui ne sont pas chrétiens? C'est ça le problème. La République est laïque. La République est laïque. Écoutez, en fait, Dieu a plusieurs noms. Nous l'appelons, nous savons qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, les chrétiens le disent. Les musulmans l'appellent Allah. Tout le monde dans son coin doit juste se mettre en tête que la République a un problème. Tant que nous n'allons pas régler le problème spirituel du pays, du Congo, la République ne n'évoluera pas. Le problème, ce n'est pas de mettre les hommes qu'il faut. Le problème, c'est le changement de l'homme intérieur. Le problème, ce n'est pas le changement de l'homme extérieur. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le forger. Le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Est-ce que vous comprenez, madame? Donc, c'est quelque chose de très... En fait, c'est pas un débat, mais ce sont des thèmes de réflexion où il faille prendre vraiment les hommes de Dieu, les mettre ensemble pour essayer de voir ce problème. C'est un problème qui risque... En fait, on risque à chaque fois... Aujourd'hui, on peut bien condamner Kabila. Aujourd'hui, on peut bien condamner Tshisekedi. On peut bien condamner tout ce monde, c'est vrai. Mais le vrai problème, est-ce que c'est Kabila? Le vrai problème, est-ce que c'est Tshisekedi? Le vrai problème, est-ce que c'est Katumbi? Le vrai problème, est-ce que c'est Kamel? Le vrai problème, c'est le cœur du Congolais. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Quelle alliance nos aïeux, les pères fondateurs, même aux États-Unis, les pères fondateurs des États-Unis, c'était qui? C'était des chrétiens. Il y a une histoire. Nous, le problème du pays, c'est que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas accepter notre culture. Nous ne voulons pas accepter notre histoire. Nous ne voulons pas l'écrire. Nous voulons seulement subir. Nous ne voulons pas agir. Or, nous venons de quelque part. Nous oublions tout ce que nous avons traversé. Nous oublions tout ce que nous avons vécu. Nous oublions le sang qui a coulé. Nous oublions les femmes qui ont été violées. Nous oublions les femmes qui ont perdu. En réalité, quand vous regardez bien, qui perd dans tout ça? C'est la femme. La femme perd l'homme. La femme perd son mari. La femme perd son fils, son frère. Okay? Mais au-delà de tout ça, nous devons comprendre d'où nous venons avec Dieu, où nous sommes et où nous allons. C'est très important. Israël Moutala, aujourd'hui, pouvez-vous croire à cette candidature unique de l'opposition? Parce que les voix s'élèvent déjà pour fustiger un peu cette proposition de Moïse Katumbi par rapport aux primaires, par rapport à son appel à la prière, et déjà dans Jeune Afrique, la guerre de 2 cas aujourd'hui. Est-ce que Moïse Katumbi apparaît un peu comme l'homme providentiel? Non, pas forcément. Moïse Katumbi a des chances sérieuses d'être président de la RDC, vu son immense popularité. Mais il y a d'autres leaders, notamment Vital Kamerhe, Etienne Tshisekedi, qui sont tout aussi populaires. C'est pas la guerre des égaux, c'est pourquoi on ne veut pas se mettre derrière quelqu'un pour cette alternance, parce que ça fait des années qu'on cherche cette alternance. Oui, mais le problème pour l'opposition. Le problème de la candidature unique dans l'opposition. La candidature unique à l'opposition, c'est pour maximiser les chances. Mais pourquoi ne le veut-il pas? Moi, je pense que même s'ils y vont en ordre dispersé, si à la majorité, il y a encore cette confusion, parce que le problème c'est ça. Si Joseph Kabila, c'est ça même la crainte, Kinké, il avait bien dit qu'il ne voit pas qui en dehors de Joseph Kabila qui pourra justement porter les couleurs de la majorité. Donc,
quelle que soit la personne, c'est ça le problème, qui sera en face des opposants? Parce qu'avec le nouveau mode de scrutin présidentiel, à tour unique, il suffit d'une majorité relative. Et je constate d'abord que le Katanga, c'est la plus grande circonscription électorale. Et donc, si les voix sont éparpillées, qui a le Katanga a de grandes chances, D'avoir la RSC, l'ex-Katanga, d'être président de la République. Parce que c'est la plus grande circonscription électorale en termes d'électeurs. C'est un gros bastion. Et donc, je pars déjà de ça. Mais donc, nous sommes dans les primaires, mais c'est plutôt la faisabilité de cette idée qui est un peu difficile, qui est un peu difficile. Le corps, c'est quoi? Ça sera un parti, une voix, où il y a des partis satellites, il y a des partis alimentaires, il y a des partis mallettes. Donc, c'est quoi le corps électoral? On a d'abord un problème de fichier électoral. Est-ce qu'ils vont demander un appui du fichier de la CENI pour que les gens qui sont proches de l'opposition puissent voter? Ça sera comment? C'est un peu la faisabilité. Est-ce qu'on va faire une table, comment dirais-je, des États généraux de l'opposition? Des États généraux de l'opposition. Le corps électoral, comment est-ce qu'on va le définir pour qu'il ne soit pas favorable à tel ou à tel candidat? Et donc moi je pense qu'on va plus aller vers un consensus, mais le consensus sera très difficile à trouver parce que chacun est très ambitieux. Et donc, leader dans son en définitive, ça sera impossible. Ça sera difficile. Voilà, mesdames et messieurs, merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette émission. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec mes confrères parce que là, ma tête, comme je l'ai dit, ça travaille à 10 000 à l'heure parce que discuter avec les hommes, c'est pas facile hein, pour une femme, mais bon. On se le fait quand même. Merci donc à Israël Moutala de Business and Finance. Merci à toi, une intelligence au fil de mon pays, parce que je dis toujours, entre nous, on doit se jeter de fleurs. Merci à Juvenal Vangou de Digimedia. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous. Et merci à Élisée Boumba, qui est journaliste indépendant et petit-fils d'un des pères de la nation, Yvon Kipiop. Donc, vous l'avez découvert. Hein. Donc, la politique, il a dans le sang. Comme son grand-père était président de l'Assemblée nationale, et bien voilà, vous sentez qu'il a la politique dans le sang. Alors, merci à tous les journalistes, de Journalistes en Action. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, le mercredi prochain. Inch'Allah.